Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Salut, ça va? Salut, comment tu vas? Ça va super et toi? Bah, ça va bien, écoute, on est quel jour aujourd'hui? Mardi, Ouais. début de semaine, écoute, on a la pêche. Déjà, comment tu t'appelles? Donc je m'appelle Bakang. C'est comme ça qu'on t'appelle? Ouais, tout le monde m'appelle Bakang. Ok. Et qu'est-ce que tu fais? Plein de choses. Je suis entrepreneur de base et j'ai monté une agence, une branding compagnie avec mon frère qui s'appelle Lucky Day Creative. Le quoi? Lucky Day Creative. Et qu'est-ce que vous faites avec ça? Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne en fait les marques pour travailler sur leur message, sur leur image et sur leur façon de traduire ce qu'ils ont en tête et en faire quelque chose qui connecte directement avec leur audience. Souvent, on les aide à prendre des risques en fait. D'accord. Et t'es entrepreneur, t'as monté quoi comme boîte? Alors, la première boîte que j'ai montée officiellement s'appelle Dire Musli. Donc, on faisait des céréales pour petit déjeuner. Euh, Sain, bio, croustillant, croquant, tout ce que tu veux. Euh, donc voilà, Dirm aussi, ça c'est la première boîte Et, officielle. et comment c'est venu après de monter une agence de marketing ou de communication? En fait, c'est drôle, c'est que pendant qu'on faisait Dirm aussi, tout le monde regardait un peu ce qu'on faisait en termes de branding, etc. Et il se trouve que les gens aimaient, appréciaient beaucoup le travail. Nous, on faisait tout nous-mêmes. On nous posait souvent la question de savoir avec quelle agence vous passez, comment est-ce que vous bossez sur tel message, etc. Et on leur a dit que bah non, on fait tout nous-mêmes en fait, on fait ça tout seul. Dicom, mon frère avait un background agence. Il n'est pas resté très longtemps, mais voilà. Et puis moi, j'ai toujours été un amoureux de tout ce qui est pub, tout ce qui est message, tout ce qui est wording, etc. Et du coup, il y a des marques qui ont commencé à nous contacter pour nous dire, bah écoute, est-ce que ça vous dirait en off de bosser sur tel aussi tel projet. Et donc, du coup, pendant qu'on faisait Dire Musli, on accompagnait aussi, on conseillait différentes marques sur différents positionnements, etc. Parce que ça veut dire qu'à la base, vous avez commencé à faire la promotion de votre marque, votre première entreprise, Ouais. tout seul, sans aucune agence, sans personne. On a toujours été tout seul, sans agence, sans personne. Vous Euh, trouviez les idées du coup pour vous promouvoir tout seul. ouais, c'est ça, je pense qu'on a grandi avec de base. On a toujours été très observateur, on a toujours été admiratif de ce qui se faisait partout dans le monde en réalité. Et l'idée pour nous de voir des marques sans âme, entre guillemets, ça nous ennuyait profondément, quoi. Et donc, nous, on s'est promis à chaque fois qu'on allait créer quelque chose, que ce soit un projet personnel ou un projet avec des partenaires, de faire la différence. Donc, pour nous, c'est important d'avoir une identité forte. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens et du coup maintenant de nos clients qui ont une image de ce qu'est une image ou une identité forte. Et puis quand on commence à discuter avec eux et qu'ils voient là où on veut les amener, ils sont toujours un peu au début réfractaires, puis après ils accompagnent. Donc ouais, quand on est arrivé, on s'est dit non, on va le faire tout seul parce qu'on a cette identité forte et on veut absolument la montrer, la partager avec le monde. D'accord, on va y revenir un peu plus tard. Quand vous décidez de vous lancer dans l'entrepreneuriat, parce que Dicom est ton frère, Ouais. quand vous décidez de vous lancer là-dedans, votre famille a réagi comment? Euh, Au début, on n'en a même pas parlé. Si tu veux, on l'a fait naturellement, tu vois. Et nous, on est plus du genre à parler quand c'est fait, en vrai. Donc, faut savoir que le premier truc que j'ai fait en mode entrepreneur, c'était... bon, déjà, j'ai vendu des baskets, comme tout le monde, tu vois, dans le quartier. Après ça, pendant la campagne d'Obama, la première, j'étais à Toronto pour mes études et mon stage. Et quand je suis revenu, j'étais revenu avec un t-shirt Obama. Et tout le monde me demandait, tout le monde m'arrêtait dans la rue, comment t'as eu ce t-shirt? C'était sa première couverture du Times. Et mon cousin me dit, il y a un truc à faire, tout ça, tout le monde te le demande. Donc après, on s'est mis à C'était deux. la photo façon Obé là? Ouais, un peu. Ouais. Et du coup, je prends le t-shirt, on l'envoie en Chine. Et après, on en fait plein, plein, plein. Ils reviennent, on les vend comme jamais sur Paname. Et ça, c'était vraiment la première expérience entrepreneuriale pour moi. Genre, vendre un produit pour la première fois. Donc, je pense qu'on a toujours eu ce truc-là. Mon grand frère aussi, Tonje, a monté
une plateforme audiovisuelle qui s'appelait du coup AfroStream, qui est un équivalent de Netflix avec du contenu afro pour les afrodescendants, etc. En fait, c'était pour les afrodescendants, mais pas que. Donc on a toujours eu ce truc-là, tu vois. Et avant ça, il avait fait la première version du Jamel Comedy Club qui s'appelait le Comic Street Show. Euh, et donc ouais, il y a toujours eu ce mouvement où on a toujours été impliqué dans ce qu'il faisait aussi. Donc c'était tout naturellement, si tu veux, qu'on s'est lancé dans l'entrepreneuriat. D'accord. Et comment on décide de, pas de switcher, mais en tout cas de s'ouvrir et de dire, ben, on peut proposer nos services de communication à d'autres personnes, alors qu'à la base, on n'est pas communicant. Ouais. Et que juste, on a eu des bonnes idées, et pourquoi pas les proposer à d'autres gens. Alors, je dirais que finalement, on a toujours été des communicants. Mais on n'a jamais été de façon publique, professionnelle, tu vois. Mais on a toujours été des communicants parce que ce soit quand on vendait nos t-shirts pour, enfin, tu sais, au niveau de la campagne d'Obama, que ce soit quand on accompagnait mon frère qui faisait Comic Street, il avait déjà à l'époque des flyers qui étaient franchement dignes des covers de films américains à l'époque, tu vois. Quand ici on était encore sur des covers à 2 balles, tu vois. Euh, il y a toujours eu cet esprit de communication que finalement on a toujours vu, c'est-à-dire que quand tu regardes, et on est très inspiré en réalité, surtout à l'époque par la culture américaine, tout est super bien packagé. Une série, un film, un concept, une idée, c'est toujours bien packagé. Et pour moi, le packaging, c'est pas seulement physique. Le packaging, c'est aussi, je vais prendre l'exemple de Reebok à l'époque, Reebok avec 50 Cent, où bien évidemment, tu as le produit physique qui va être la chaussure, la boîte, mais tu as aussi le packaging qui est en réalité 50 Cent, sa team, et tu vois, et tout ça, ça t'amène une brand qui finalement est vendable. Et ça, je pense qu'on a toujours eu, tu vois. Et donc, en fait, la seule transition qu'il y a eu réellement, c'est que bah, les gens sont venus nous voir parce qu'ils ont vu ce qu'on faisait avec Dear Musli et qu'ils sont venus nous voir naturellement. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, ah bah écoute, s'il y a une telle demande, pourquoi pas en faire quelque chose d'un peu plus viable, sérieux, où les mecs ont pris les risques. Alors, j'ai deux petites questions. Ok. Pour revenir un peu plus à la raison pour laquelle c'est intéressant que tu viennes ici, Ouais, c'est que il y a un truc qui transparaît, même dans ta description que tu fais du métier, de ton nouveau métier ouais. de communicant, c'est que tu aimes être hors des sentiers battus. Je sais pas si c'est Ouais. conscient ou pas. Et ça m'avait frappé rien que de par le fait de créer cette première marque, vraiment, Mm, qui est Dear Musli, mm, qui est une marque de céréales, mais pas que. ouais. C'est beaucoup plus profond que ça. En tout cas, vous l'avez bien vendu comme ça. Et Merci. je trouvais ça intéressant parce que les gens qui se lancent dans le business, très généralement, ils prennent des domaines qui sont soit somme toute communs, soit qui sont pas impressionnants d'idées, Mm, tu vois. mm, Les gens vont faire des vêtements, et ben ils vont faire des t-shirts, des pulls, on se disait ça un peu en off avant. ouais. Ils vont lancer des restos, Mm, et ils vont lancer des magasins pour vendre des vêtements, mm. des trucs plutôt simples. Ou sinon, ils lancent un business dans le domaine dans lequel ils ont grandi. Ils ont fait des études de marketing, ils vont lancer une agence de com, ils ont Mm. fait, je sais pas, n'importe quelle étude, ils vont lancer un business dans Ce qui est le réflexe un peu. ce qui est des réflexes logiques. Ouais. Et du coup, comme moi, je vois quelqu'un qui sort de ce chemin-là, Ouais. je me dis, ah, là, il y a quelque chose à creuser. Ouais. Et il y a sûrement quelque chose de créatif là-dedans. Mm. C'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Et comment on... Comment... Alors, là, j'ai deux questions. J'aime bien poser des questions par deux. Mais comment, d'abord, on se dit qu'on va se lancer dans ce business-là, Ok. que sûrement, Je connaissais pas du tout. voilà, c'est que tu as sûrement personne en plus autour de toi qui a fait ça, Non, tu personne. vois, déjà premièrement. Et est-ce que tu crois que en toi, ça nourrit un esprit créatif d'avoir lancé ça premièrement? Déjà, ouais, clairement, ça a nourri un esprit créatif. Ou plutôt, c'était un des repas qui m'a permis de nourrir ma créativité. Donc, clairement. Après, comment on se lance dedans? Écoute, c'est un peu comme toutes les histoires finalement que j'ai vécues jusqu'ici. C'est souvent le produit ou l'idée qui vient à moi. Pour reprendre l'aventure de Dear Musli,
En fait, ça s'est fait parce qu'il y avait Sylvain, l'un des cofondateurs, qui donnait gratuitement des granolas sur nos lieux de travail. Tu vois, on travaillait sur les champs, tu avais beaucoup de sportifs, etc., qui cherchaient à avoir une alternative pour petit déjeuner. Et Sylvain venait avec le granola et les mecs lui demandaient ouais, comment tu fais ça, machin, machin. On l'a vu qu'il donnait ça gratuit, on a dit hold up, tu vois, c'est un truc que tu peux vendre. Et puis on a commencé à vendre avec lui tout simplement. Nous, on a toujours mangé du granola. On pensait que tout le monde en mangeait chez eux. Et en réalité, on s'est rendu compte que pas du tout. Lui, souvent, venait juste d'arriver des États-Unis. Donc, c'est aussi ça fait partie de sa culture aussi, tu vois. Et du coup, pour nous, c'était quelque chose de très simple à faire. Et puis, quand on a vu que les gens commençaient vraiment à nous demander d'en refaire et d'en refaire et d'en refaire, on a vu qu'il y avait un business. Donc, ça s'est fait très, très naturellement, de façon organique. Ensuite, pour ce qui est de la... en général, si tu veux, je pense qu'il y a une grande part d'inspiration qu'on puise de notre enfance et qu'on puise aussi finalement de la culture en général. Comme toi, on a, je dirais, une triple culture. Je dirais au moins double parce que je sais pas triple, mais tu vas me dire oui ou non. Donc double dans le sens où on a la culture française dans laquelle on est né. Euh, on a la culture camerounaise dans laquelle on a baigné depuis qu'on est né. Et donc du coup africaine en général, même si elle est très diverse et très différente selon les lieux où tu te trouves. Et on a la culture hip-hop. Donc si tu étais hip-hop, ça je te disais, je sais pas si Ouais, c'était ouais, hip-hop ou si, pas. si, Donc aussi. voilà, donc triple culture. Et dans ces trois cultures, on puise des choses différentes. On a l'habitude d'être là où certains ont l'habitude d'être le Pardon, je dirais même urbaine plus que hip-hop, en vrai. urbain, ouais, complètement, complètement. Euh, donc moi j'étais hip-hop d'abord et puis après urbaine. Mais je vais expliquer. Et genre, mais là où certains ont l'habitude d'être la norme, nous on a toujours eu l'habitude de ne pas être la norme partout où tu vas. Ok. Et quand tu n'es pas la norme quelque part, qu'est-ce qui se passe? Tu es obligé d'être créatif. Pourquoi? Parce que tu veux aller au même endroit, tu veux aller à la même destination, mais tu n'es pas la norme. Donc, tu dois trouver des outils créatifs pour pouvoir accéder à ce que tu veux. Et le hip-hop, du coup, vraiment, nous a enseigné tout ça. Le hip-hop, c'est la seule culture, et ça, j'aime pas quand les gens font l'erreur de penser que le hip-hop, c'est le rap. Non, le hip-hop, c'est une culture. Dans cette culture, il y a des disciplines. Dans cette discipline, il y a le rap, il y a le chant, il y a la danse, il y a le taille, il y a le DJing, etc., etc. Parce que souvent, les gens disent j'écoute du hip-hop. Ça me rend ouf. Désolé, mais. Et donc, cette culture nous a appris à se débrouiller tout seul. Quand les rappeurs, du coup, pour le coup, parlaient de vendre des substances illégales, en réalité, ce qu'ils nous disent, c'est, tu vois, créer ton business, tu vois. C'est pas apprendre littéralement, genre, vendre la drogue. Non, c'est, tu vois, il faut que tu t'en sortes parce que tu veux devenir ci, ça, ça. Après, s'ils sont dans un pays capitaliste à l'extrême, etc. Donc voilà. Mais à la fin de la journée, c'est la seule culture qui est passée de... On est sur le DJing, on est ensuite sur le rap. Du rap, on va s'inspirer du rock. Donc on prend les autres trucs. Ensuite, on se met sur l'entrepreneuriat. On fait des baskets, on fait des t-shirts. Oh, on fait de la tech. Oh, on commence à investir. C'est la seule. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le rock, qui est d'abord de base le rock, hein, ça vient quand même du blues, etc. Ils n'ont jamais fait tous ces trucs-là. Ils ont fait des investissements, c'était jamais mis en avant comme tu l'entends, tu vois. Et donc, naturellement, quand tu es témoin de tout ça, tu ne peux que répéter. Tu vois, moi, quand j'entendais les moves, j'étais plus intéressé à l'époque par les moves de Didi et autres qui passaient de Sean Combs à. Qui passaient de. Comment dire. De sa marque de vêtements à. Vas-y, je prends de l'alcool. Ah, ça. C'est des trucs qui me rendaient ouf, moi. Camillionnaire, un gars qui a fait un son. Et après ça, il est parti, il a investi dans toutes les boîtes de tech. Ray J, qu'on se rappelle, le frère de Brandy, il fait ses sons, et après ça, il fait quoi? Il investit dans l'équivalent de... c'est quoi? De Lime ici, tu vois? Il fait des millions, tu vois? Je crois qu'il a investi, 2 ans plus tard, il a vendu pour 40 millions. Donc, quand tu vois tout ça, tu ne peux que te dire, non, il n'y a pas de manque de respect pour tout ce qui est
t-shirt, etc. Parce qu'en fait, tu commences par ce que tu commences. Tu vois. Bien sûr. Et ce qui est vraiment important, c'est de se dire, je commence par ça, puis après, je peux enchaîner. Et pour ceux qui n'ont pas encore commencé, c'est de se dire, en fait, les opportunités sont larges. Voilà, ça c'est la déformation professionnelle. Ta déformation professionnelle, c'est que tu vois des entrepreneurs partout. Moi, je vois pas ça partout. Ok. Dans le sens, bien sûr, là où je te rejoins, c'est qu'un mec qui crée son business, Mm. qui a son entreprise à son nom, il est entrepreneur, de fait. Voilà. Tu vois, du coup, moi, demain, je lance l'entreprise Podcast Dixon, je suis entrepreneur de fait. Ouais. On est d'accord. Mais ce qui les motive à la base, et ce qui fait leur ADN à la base, c'est pas l'entrepreneuriat, Moi non plus. c'est la créativité. Voilà pourquoi t'es là. On en revient à ce que je te disais. Voilà pourquoi t'es là. Mais attends. C'est intéressant ça. Pour toi, Ouais. un acteur, c'est un entrepreneur ou pas? Il peut le devenir, mais à la base, non, c'est un artiste. Pour toi, un chanteur, c'est un entrepreneur ou pas? Il peut le devenir, mais à la base, c'est un artiste. Ok. Moi, je suis pas d'accord. Ok. Je pense que à la base, c'était un artiste. Genre, le chanteur, à la base, c'était un artiste. Mais le contexte actuel de ces 5 dernières années, Le entrepreneur, tu veux dire. il est. Aujourd'hui, quand t'es un. Pour moi, si t'es un chanteur, rappeur, ce que tu veux, et que t'es pas entrepreneur, t'as perdu. Pourquoi je dis ça? Mhm. C'est parce que avant, tu pouvais te contenter d'écrire, pour ceux qui écrivaient, chanter et te faire bananer tes contrats et tout ça. Mhm. Aujourd'hui, tu peux plus te permettre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en indé, etc. Donc, même si tu as ton équipe, t'inquiète, Ouais. même si tu as une équipe avec toi, etc., tu es obligé d'avoir cet esprit, au moins l'esprit entrepreneur, Ouais. pour pouvoir savoir que tes thunes, il faut que tu les calcules parce que tu les fais en tournée. Tu fais pas d'argent si tu veux pas de merch, etc. Je vais reprendre la même chose pour l'acteur aujourd'hui. C'est-à-dire que un acteur aujourd'hui, si il gère pas aussi bien que se gérerait son agent, tu vois, il est en galère. Les castings, aujourd'hui, il faut se dire que maintenant, tu veux être un acteur de qualité. Malheureusement, ça suffit plus de faire les cours Florent, Simon, tout ce que tu veux. Il faut aussi montrer tes skills solo sur Internet, sur YouTube, etc., etc. Tu deviens une machine qui, avant, tu te reposais, tu te disais, moi, je suis que l'artiste, le business se fait par quelqu'un d'autre. Mm. Tu peux plus réfléchir comme ça. Et c'est pour ça que je dis que c'est naturellement à la base d'un artiste, mais les choses ont fait que tout doucement, en fait, rapidement, ils sont en train ils sont en train de devenir entrepreneurs. Et même, quand je te dis ça, je pense que même comment dire, les acteurs, au bout d'un moment, ils vont devoir vendre du merch, tu vois, ils ont un peu de fame, ils vont dire, vas-y, achète mes t-shirts, goddammit. Là, je suis en train de me dire que tu vas froisser tous les artistes qui se sentent que artistes et qui veulent pas entendre parler de ça. Mais de ouf. Froissé. Et que en plus, tu vas contenter tous les entrepreneurs qui voient l'entrepreneuriat partout. C'est ça que je suis en train de me dire. Mais alors, est-ce que c'est pas générationnel ça? Est-ce que c'est pas notre génération? Ouais, notre Faudrait génération. que tu me donnes un exemple de quelqu'un qui faisait un seul produit à succès et qui s'est arrêté à ce seul produit après le succès. Quand on peut élargir, quand je dis seul produit, ça peut être étoffer Sa gamme. sa gamme, tu vois. Bah, c'est ce que font tous les autres. Bah, c'est du coup, que ce soit Elon Musk, tous les autres, c'est ce qu'ils font tous. Ils étoffent une gamme, tu vois. Mais t'étoffes pas une gamme quand tu parles de PayPal à SpaceX. T'étoffes Non, pas une mais- gamme, tu changes de gamme. Oui, mais c'est quand tu vends tu crées une boîte. Non, mais ça t'empêche pas. Moi, ce que je veux dire, c'est que je comprends ton raisonnement. Ça t'empêche pas d'étoffer ta gamme. Et être créatif et avoir d'autres envies créatives, ça t'empêche pas d'étoffer ta gamme. Donc, bien sûr que quand tu as un produit qui fonctionne bien, que tu apprécies au demeurant, tu peux l'étoffer et l'améliorer, le faire évoluer et amener de la créativité à l'amélioration de ce produit-là. Ça, on est d'accord, tu vois. Mais pour moi, il y a deux choses l'une. Premièrement, le mec qui va seulement faire évoluer son produit Ouais. et étoffer sa gamme. Tu vois, pour reprendre l'exemple de Apple et IBM ou HP, tu vois, HP et IBM, qu'est-ce qui les a rendus très forts? C'est qu'ils ont su étoffer et faire évoluer leurs produits. Ouais. Une gamme, des ordinateurs, IBM pour les bureaux, HP est plus pour les gens, un peu les bureaux au début, mais plus pour les gens après. Mmh. Bon, on a des ordinateurs, ils fonctionnent plutôt bien, il faut les pousser au maximum, les faire évoluer, amener une forme de créativité, peut-être mettre une caméra, peut-être mettre un micro là, Ouais, je vois. peut-être mettre un logiciel là, tu Mhm. vois. Et de l'autre côté, tu as Elon Musk et Steve Jobs, c'est un peu un hybride entre les deux modèles que Mhm. je te propose, tu vois, qui va dire, ok, on va étoffer cette gamme-là,
Parce que c'est très bien, ça se vend bien, ça Mm. marche bien, puis c'est intéressant de faire ça, de faire évoluer ça et tout, tu vois. Il y a un défi là-dedans et tout. Mais à côté, on n'est pas satisfait, tu vois. Créativement parlant, Non, on mais n'est pas satisfait. je pense que je vois ce que tu veux dire. Parce que je disais juste, c'est que, tu vois, pour Elon Musk, par exemple, il a dû passer par PayPal, Mm, vendre ses parts, mm. pour ensuite créer Tesla, tu vois. Ouais. Alors, C'est, j'ai eu la discussion avec maman en plus. tu vois, enfin, J'ai eu la discussion avec maman. J'ai eu la c'est dis- une étape dans sa vie. c'est là où la différence se fait. C'est là, mais c'est pas étoffer sa gamme à ce niveau-là. C'est pas étoffer sa gamme, on est Non. d'accord. Mais par exemple, tu me parlais de Tesla à la base. Et Oui, tu me disais qu'il étoffait sa gamme dans Tesla. oui, C'est moi qui sa dis que ça gamme, ne l'empêche pas. quand il étoffe chez Tesla, c'est pas au niveau de PayPal, c'est au niveau du produit qui sort, tu vois. C'est quand il va passer si tu veux, au large, on pourrait dire que SpaceX, c'est étoffer sa gamme, mais pas vraiment parce que c'est deux choses différentes. Mm. Et sur le même produit, ça va être étoffer sa gamme, c'est dire bah, j'ai la coupée, j'ai la sport, là j'ai le cylindré là qu'il est en train de faire. Ouais, Ça c'est étoffer sa gamme, tu vois. ok. Et après ça va être les batteries. Et les batteries c'est même pas étoffer sa gamme, c'est juste l'évolution, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Et fondamentalement, tu vois, l'effet que va avoir sa batterie sur tous ses business est énorme parce que c'est le même effet que quand on passait du téléphone classique à on réfléchit plus à ce qu'il y a dans le téléphone qu'on ne voit pas que ce qu'on voit, tu Ouais, vois, qu'est-ce qu'on en fait? que ce qu'on en fait. Et Mm. donc, et bah là, ce sera pareil avec la batterie parce que une fois qu'il est capable de faire ça pour ses voitures, il peut le faire pour tous les toits, il peut le faire pour tous les autres trucs sur lesquels il est en train de bosser, tu vois. Ouais. Après, je suis d'accord avec toi. Clairement, c'est quelqu'un qui a une vision mondiale. Il veut fondamentalement changer notre façon de consommer le monde et le rendre encore plus simple dans sa vision des choses, tu vois. Et donc ça, clairement, c'est quelqu'un d'extrêmement créatif. C'est un parmi les uns, tu vois. C'est un ovni. Mais pour moi, c'est là où on se rejoint pas, tu vois. C'est que euh, je te mets dans sa catégorie. Tu vois ce que je veux dire? Ok, t'as pas encore été dans l'espace, Boah. mais, mais je te mets dans sa catégorie, Mm. tu vois. Si je devais faire un tableau comparatif, tu vois, Mm. ou une espèce de tableau darwinien des Mm. races d'entrepreneurs, Mm. je te mettrais dans sa catégorie. Mm. Je mettrais même dans sa catégorie. Parce qu'on Mm. a eu ces discussions aussi. Mm. Aussi houleuse que celle-là, tu Ouais, vois. ouais. Et où il m'avait pris l'argumentaire aussi de... ouais, mais... lui, son argumentaire, c'était que les entrepreneurs de ce style-là, ils veulent faire de l'argent. Tu vois? Et je lui disais, ouais, mais quand tu regardes bien... Genre les Tesla, tout ça? Ouais, Pour moi, non, ils veulent changer le monde. c'est ça que je lui disais. Je lui disais, quand tu regardes bien, ils veulent changer le monde et pouvoir créer comme ils veulent. Je Ah lui oui. disais, quand tu regardes bien... c'est comme ça qu'on avait conclu un petit peu, tu vois. Je lui disais, quand tu regardes bien, ces mecs-là, ils font quoi? Ils trouvent un business, ils trouvent une idée avec laquelle ils vont faire beaucoup d'argent. C'est très américain ça, parce qu'ils font beaucoup d'argent très vite, les Américains. Quand ils savent bien le faire, ils le font très vite. Ouais. Ils prennent un business, ils en font beaucoup d'argent, ils le revendent très rapidement pour une entreprise qui grossit, c'est très rapide, tu vois. Ils revendent très rapidement. De là, ils investissent dans toutes les vraies idées qu'ils avaient au fond. Bim, 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 jusqu'à trouver l'idée suprême qui va pousser leur créativité ad vitam aeternam. Exemple Elon Musk. Ça veut dire qu'il investit dans Tesla, SpaceX, et en vrai, SpaceX, c'est sa vraie idée au fond. Qui c'est une idée, quand je dis ad vitam aeternam, c'est une idée qui va le dépasser. Tu vois, il est prêt à se ruiner pour SpaceX. Il sait que très bien que de son vivant, sûrement, on n'ira pas sur coloniser Mars. Il le sait. Mais il poursuit cette chimère parce qu'il a besoin de ça. Il a besoin de ce moteur créatif-là. Et pour moi, ces mecs-là, ils ont ce truc-là. Tu vois? Moi, je suis d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec Mam sur le sens que même quand Elon Musk et le reste sont sur PayPal, ça a shifté la façon de consommer et d'acheter sur Internet. Donc, à chaque fois qu'il s'est mis sur un produit ou un projet qu'on connaît, nous, à chaque fois, ça a shifté notre façon de voir les choses. Et par exemple, un projet comme Tesla, tu te mets pas dans un projet comme Tesla pour faire de l'argent. Parce que c'est simple, c'est que si tu fais le calcul des galères que tu vas avoir régionales, gouvernementales, des usines que tu dois juste créer pour pouvoir inventer des technologies qui n'existent pas, la plupart des entrepreneurs abandonnent juste à l'idée de. Donc tu vas pas pour faire de l'argent. Ouais. Tu vas vraiment parce que tu crois que tu peux changer les choses
et changer la vie de millions d'humains. Et je pense que lui, il pense, comment dire, qu'il pourra juste améliorer le quotidien des humains qui sont sur cette planète, tu vois. Et après, encore une fois, comme tu l'as dit tout à l'heure, SpaceX, pareil, tu fais pas SpaceX pour l'argent, tu vois. Tu trouveras, sur le chemin, tu trouveras une façon de faire d'argent. Ouais. Tu as ton business model qui est fait. Mais foncièrement, tu peux pas rester sur un projet comme ça qui doit faire mal à la tête mais tous les jours et juste vouloir Surtout faire pour qu'il l'argent. risque autant. C'est un projet risqué, Oui. c'est le plus risqué de sa vie. Bien sûr. Mais, alors pour conclure, je pose toujours 3 petites questions. Vas-y. La première, c'est cite-moi ton objet créatif favori, toujours confondu. Matériel comme immatériel, ça peut être un livre, un C'est une stylo. question compliquée, C'est ça. une question très compliquée. Mon objet créatif préféré, ou je peux dire en ce moment, En ce moment, si tu veux. on m'a offert un tourne-disque, genre à l'ancienne, avec des vinyles. Et je kiffe. On m'a offert l'album de Lauryn Hill, on m'a offert l'album de Jill Scott, et on m'a offert le premier album de Nas, Illmatic. Et franchement, je me mets ça avec le petit crépitement, je peux commencer à créatif. Ok, un tourne-disque alors. Ouais. Deuxième question. Une œuvre créative inspirante pour toi. Franchement, la dernière pour moi, c'est une que j'ai achetée. Du coup, c'est une peinture d'un peintre qui s'appelle Malik Robert, qui est fort. Je vous invite à aller regarder ce qu'il fait. Comment ça s'appelle? Malik Robert, Ok. carrément le pape, et aller visiter son truc. Et en fait, il faisait c'était son anniversaire, donc chaque année pour son anniversaire, il fait une sorte de discount, de réduction. Et donc, ouais, on va dire que c'est ça. Malik Robert, fort. Ok. Et la dernière, un conseil pour quelqu'un qui veut se mettre à créer. De commencer, hein, tout simplement. Hein. C'est que ne pas rester sur j'ai envie de créer, mais de prendre son stylo et son papier et commencer à écrire ce qu'on veut faire. Et après, de passer très vite de j'ai écrit à quels sont les premiers steps, quels sont les premiers pas à faire pour pouvoir écrire. Et je rajouterai, enfin, pour pouvoir exécuter. Et je rajouterai un dernier truc, c'est que en réalité, quand on déshabille l'idée, il y a toujours une façon de la faire qui coûte pas cher. Et je vais te donner l'exemple parce qu'on me le donne tout le temps de l'application. Mais il me faut un tech, il me faut ci, il me faut ça. Et moi je dis toujours, bah non, regarde, ce dont tu as besoin, c'est de résumer ton idée en 5 lignes, de faire une newsletter que tu peux faire, ou comment on appelle ça, un questionnaire, tout simple, que tu vas envoyer à tous tes amis. Ils vont pouvoir te dire si c'est une idée qu'ils utiliseraient ou pas, ou pas. Et ça, c'est ton premier pas en fait. Donc, en réalité, tu as 2 pas. Tu as une marche invisible qui est ta peur, que tu dois passer. Et après, c'est ton premier pas qui va être celui de se dire, ok, bah, en fait, je peux commencer avec très, très, très peu. Et pour valider, entre guillemets, mon idée, eh ben, je peux déjà commencer par un questionnaire. C'est Donc, gratuit. faites-le et trouvez moyen de commencer à le faire. Exactement. Ok, bah merci beaucoup. C'était un plaisir. Plaisir partagé. Yes. Je vais mettre dans la description les liens vers tes différents sites Ça marche. Cool. pour que les gens voient ce que tu fais, ce que vous faites à 3 du coup, parce que vous êtes 3 quand même, il faut parler des autres pour Ouais, leur ouais, rendre ouais. On est 2 sur 2 projets et 3 sur un autre. hommage. Ok, Donc, bon, les gens iront voir ça. yes. Bah, merci pour l'invitation. Et puis, bah, je continue à regarder les autres épisodes. Hein. Avec plaisir. Voilà, tu vois, et tu passeras chez nous un de ces 4. Yes. À la prochaine. Ciao.